Bonjour, moi c'est Mona. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de l'Odeur des livres, un podcast de bavardage littéraire à destination de ceux trouvant leur réconfort dans les rayons des libraires. Ici donc, c'est un peu comme un club lecture. Je vous parle bouquins, histoires, aventures et péripéties. Chers lecteurs, chères lectrices, chers curieux, bienvenue dans ma bibliothèque. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler d'un roman qui ne passe pas inaperçu et il est en ce moment dans toutes les piles à lire des jeunes anglophones. Des dragons, une école de combat où le meurtre entre étudiants est toléré, des pouvoirs hors du commun. Si vous êtes un peu branché sur les tendances littéraires en ce moment, vous avez déjà deviné. On va parler de Fourth Wing de Rebecca Yarros, un premier tome d'une saga romantasy encore en cours d'écriture. Dans un univers où règne un conflit entre deux nations depuis plusieurs siècles, notre protagoniste, Violette Sorrengail, 20 ans, est la fille de la directrice d'une école militaire qui forme des combattants et des cavaliers. Violette Sorrengail croyait pouvoir devenir scribe, comme son défunt père, mais sa très gentille maman la force à abandonner ce projet. Elle est contrainte de suivre les traces de son frère, Brennan, lui aussi décédé, et de Myra, sa grande sœur, qui est à l'aise comme un poisson dans l'eau sur un champ de bataille. Malheureusement, Violette n'a pas l'étoffe physique d'un soldat, et dans cette école, elle n'est pas seulement faible, elle est également une cible. Je tiens à préciser que lorsque j'adore un livre et que mon cerveau déconnecte beaucoup, si ce n'est toutes mes facultés critiques, je prends le temps après ma lecture de réfléchir à ce que j'ai lu et surtout je vais lire des avis négatifs afin de voir ce que j'aurais peut-être manqué. Aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue et comme d'habitude, essayer de vous convaincre de lire ce roman parce que croyez-moi, je ne regrette pas un seul instant avoir cédé à l'effet de mode. Ce livre a été une véritable tornade. J'ai été embarquée dans l'histoire dès les tout premiers chapitres. Parfois, j'ai besoin de me plonger davantage dans un récit pour me sentir complètement dedans, mais là, j'ai été happée par les événements et pour cause, le rythme est assez haletant. Il y a plein de rebondissements, plein de péripéties, plein de challenges qui rendent la lecture addictive et c'est exactement l'adjectif qui me vient à l'esprit pour décrire ce roman, addictif. J'ai passé un moment hors du temps. Je me suis amusée, j'ai ri, j'ai retenu mon souffle avec les personnages, j'ai été en colère, j'ai même pleuré. Bref, je suis passée par plein d'émotions et c'est ça que je retiens. Fourth Wing est vibrant. Alors pourquoi? Petite anecdote personnelle, je suis une très grande fan du film d'animation Dragon de DreamWorks, donc quand j'ai entendu dire qu'il y aurait du combat à dos de dragon dans Fourth Wing, j'ai évidemment filé chez mon libraire. Alors, si vous êtes comme moi et que vous aimez les relations très fortes entre les humains et des mystérieuses créatures, vous allez vous aussi adorer cette histoire. Attention, les dragons sont parfois assez cruels dans ce livre. Ils peuvent prendre parfois les élèves pour des petits civets, mais on découvre qu'ils sont complexes également et capables de sentiments. Dans cet univers, avoir la chance de monter à dos de dragon est un honneur, mais surtout, ça se mérite. Si on est trop faible, on est indigne d'un dragon et on risque de très mal finir. Dans le livre, il y a des scènes d'entraînement au vol et j'ai trouvé cela très réaliste, parce que ce n'est pas parce qu'on veut devenir cavalier qu'on a ça dans le sang. Ça mérite de l'entraînement, des efforts, du travail acharné. Tenter de tenir sur le dos d'une immense créature dans le ciel n'est pas une mince affaire. Les dragons prennent donc une place de choix dans ce premier tome, ils sont la source de rivalité extrêmement violente entre les élèves, car oui, tout le monde veut se lier à un dragon, mais surtout beaucoup sont prêts à tout, et je dis bien à tout, pour atteindre cet objectif. Maintenant, j'aimerais vous parler de Violette, parce que tout le roman est de son point de vue et parce que j'adore les personnages principaux qui sont considérés comme des bras cassés.
Notamment parce que souvent, lorsqu'il se révèle, c'est explosif. Donc Violette Sorrengail est une protagoniste qui brille par son intelligence mais pas par ses performances physiques. Je dirais même, excusez-moi du terme, quelle galère. C'est comme dans la nature, l'élément du groupe qui n'est pas considéré comme assez fort, on l'élimine. Simple, efficace. Déjà, il est difficile de survivre au cours de cette formation et c'est encore plus compliqué pour Violette parce qu'elle se sent obligée de réussir par devoir familial. Sa mère est littéralement une des figures d'autorité les plus haut placées de la section. Et visiblement, si sa fille meurt, c'est qu'elle ne méritait pas sa place, ni parmi les guerriers et les dragons, ni même parmi sa propre famille. D'ailleurs, il y a un énorme écart de niveau entre Violette, sa mère, son frère et sa sœur. Ce que je m'apprête à vous expliquer n'est pas un spoiler, ne vous en faites pas, c'est littéralement le premier chapitre. On apprend que toute sa vie, Violette était le parfait reflet de son père, qu'elle n'a jamais manifesté la volonté de se battre ni de rejoindre le quartier des cavaliers. À l'origine, Violette est une jeune femme érudite qui passe la plupart de son temps dans les archives et qui travaille dur pour devenir scribe, autrement dit historienne, et plus particulièrement dans le contexte politique du récit, historienne de guerre. En totale opposition, son frère Brennan était l'archétype du fils parfait et accompli avec un don surnaturel rare et respecté. Et Myra, sa grande sœur, est une guerrière hors pair et elle s'est vite distinguée sur les champs de bataille. Violette est donc le vilain petit canard de sa famille et Forthwing aborde avec finesse les schémas familiaux, la dépréciation de soi et la comparaison entre frères et sœurs. Vous avez compris l'idée, jetée au loup, Violette n'a d'autre choix que survivre. Je ne peux pas insister davantage sur ce point, cette formation est un véritable panier de crabes, et dès les premières pages, on comprend tout simplement que la majeure partie de la promotion va mourir. En tout cas, j'ai vite compris pourquoi les relations profondes entre les personnages allaient être rares. Violette n'a pas le temps de nouer des liens parce qu'il y a des morts tous les jours. Ces relations sont donc relativement peu nombreuses et surtout, on sent qu'elle n'a pas envie de s'attacher. Alors, si vous aimez les univers implacables et dangereux, Forthwing saura trouver son chemin vers votre cœur. Je tiens à faire l'éloge d'un personnage secondaire qui est devenu mon personnage préféré du roman. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Liam. Il a tout ce que j'aime chez un personnage secondaire, et si vous aimez les individus gentils, avec une pointe d'ironie, solaires, loyaux, vous allez adorer le rencontrer. Je l'ai trouvé merveilleusement bien écrit et très attachant. Mais pour en revenir à Violette, j'ai beaucoup aimé son évolution globale. Je n'en attendais pas autant, je dois l'avouer. L'environnement dans lequel elle évolue, les fortes personnalités des personnages qui l'entourent et son propre cheminement l'amènent à se transformer. C'est très chouette car il y a une vraie différence entre la Violette du premier chapitre et celle du dernier. Je passe maintenant au fameux portrait chinois du livre. Si Forthwing était une couleur, je dirais le gris, sans hésitation, pour les secrets, pour les mystères, pour l'ambivalence de certains personnages. Si le roman avait une odeur, je pense à un mélange de plusieurs choses, du cuir, de la fumée, de la terre, de la menthe aussi. Et pour terminer, si le roman était une musique, je vais dire Black Moon Silver Waves de Phosphorescent. Ce morceau incarne toute l'âme et la force, la puissance de Forthwing. Parce que j'ai à cœur d'être 100% transparente avec vous, je vais le dire. Je ne sais pas si Forthwing était excellent. Il y a des faiblesses concernant l'intrigue, la construction de l'univers, les personnages même, mais je tiens à rappeler que c'est un premier tome. On a une bonne base introductive centrée autour de la survie de notre protagoniste, et personnellement, ça me suffit. J'ai été tellement transportée par ce premier tome que j'ose même dire que j'ai de très hautes attentes pour le prochain tome, qui devra pallier les petits manques que je viens de vous citer. Et la romance alors? Parce que c'est tout de même une romantaisie, donc la romance prend une très grande partie du récit. Si vous vous attendez à une romance Enemies to Lovers, donc ennemis qui développent une relation amoureuse, vous serez déçus. Il y a en effet une romance, mais elle n'est pas de cette nature, du moins pas pour moi. Ce n'est en rien moins bien, mais il me paraît important de le noter. Si vous attendez que deux ennemis jurés finissent par développer une relation sentimentale, ce n'est pas ce qui vous attend ici. Mais ne passez pas votre chemin pour autant, car vous pouvez être agréablement surpris. Me concernant, j'ai totalement adhéré, j'ai trouvé le personnage masculin principal très charmeur, bien qu'un peu prévisible. Petit avertissement, il y a des passages moins 18. J'ai également un devoir de prévention. Il n'y a rien de dangereux ni de toxique,
mais soyez conscient de ce que vos enfants, vos petites sœurs, vos cousines lisent. Le roman est pour le moment uniquement disponible en anglais, mais une traduction française arrive en 2024 chez Hugo New Romance. Patience, patience, l'attente en vaut la peine, je vous l'assure. Si vous voulez tout de même tenter une lecture en anglais, je dirais que le niveau de difficulté n'est pas insurmontable, mais si vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantasy en anglais, il serait judicieux de feuilleter le livre en librairie afin d'évaluer cela par vous-même. À qui est destiné le livre? Si vous étiez fan des ouvrages comme Hunger Games, Le Labyrinthe et tous ces livres entre magie et dystopie quand vous étiez ado, vous allez adorer Fourth Wing. J'y ai retrouvé la même dynamique, mais cette fois-ci à destination d'un public plus âgé. Si vous aimez la dark fantasy classique où la romance est au dernier plan, vous allez sortir de votre zone de confort. Si vous voulez une lecture impossible à lâcher parce qu'elle vous emporte émotionnellement, lisez ce livre. Si vous souhaitez un roman où les dragons ne sont pas seulement une légende et font activement partie du récit, lisez ce livre. Et si vous voulez laisser le monde réel derrière vous le temps d'un roman, lisez ce livre. Si vous souhaitez tenter l'aventure, je vous l'assure, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez rougir, vous allez frissonner, vous allez avoir mal avec Violette. Je termine cette chronique sur une citation du livre. Ce n'est pas une citation à proprement parler, c'est en réalité une parole, une pensée que Violette se répète tout au long du livre et ça deviendra un petit peu son mantra. I will not die today. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Et voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. J'ai été très enthousiaste et je crois que ça s'entend. Je suis prête à répondre à toutes vos questions ou commentaires sur le roman, que vous l'ayez lu ou non. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'odeur du livre et d'ici là, bonne lecture. À bientôt dans ma bibliothèque.